bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique du jeu Quantum Conundrum, temps perdu, Retro and Magic. Mais on commence avec les news. On commence ces news en poursuivant notre récapitulatif des différentes activités qui auront lieu sur le stand No Life à Japan Expo à l'emplacement AB38. Le vendredi à 15h, il y aura le tournage du podcast d'écran.fr. Et à partir de 16h30, la Flanders Company viendra nous rendre visite pour une séance de dédicace. Le samedi à 13h, c'est au tour de Davy et Monsieur Poulpe d'être aussi en dédicace. Puis à 15h, Dame Dame viendra faire un super play devant vous. Et enfin, à 16h30, venez défier le Role-Playing Gang à Dead or Alive 5 sur PS3. Japan Expo, ce sera des tonnes d'autres activités dans le traditionnel cosplay. Par exemple, sur le stand Doki Doki, l'éditeur organisera un concours consacré à sa série de Magical Girl, Puella Magi Madoka Magica. N'oubliez pas que dans le hall juste à côté, il y a aussi le Comic Con avec ses invités et ses activités. On notera une surprenante démonstration de roller derby, sport de contact féminin sur roller. Tout un programme qui saura capter l'attention de certains à n'en pas douter. On termine nos petites suggestions pour Japan Expo demain. 4つのゲームが1つに Guild 01 est une compilation de 4 jeux sortis par Level 5 au Japon le 31 mai 2012. Chaque jeu est indépendant et développé par différentes personnalités bien identifiées. Suda Goichi a développé Kaiho Shoujo, un shooter où le joueur contrôle une jeune fille qui va repousser une invasion alien. Rental Bukiya de Omase est un rhythm game farfelu teinté de RPG dans lequel on forge des épées. Cette partie a été créée avec le concours de Hirai Yoshiyuki, un comique japonais. Aéroporteur vient du créateur de Seaman, Saito Yutaka, surnommé Yut. Il s'agit ici d'assurer la bonne circulation des bagages dans un aéroport. Il faudra s'assurer que les vols partent à l'heure et qu'aucun voyageur ne perd ses effets personnels. Enfin, Crimson Shroud est un RPG qui semble des plus classiques, créé en interne à Level 5 par Matsuno Yasumi. Il est connu pour son travail sur Vagrant Story ou encore Final Fantasy Tactics. Un deuxième volet a d'ores et déjà été annoncé, appelé fort logiquement Guild 02. Celui-ci reprendra le même principe de compilation, avec la collaboration entre autres d'Inafune Keiji, le créateur de Megaman. Game Glove est un projet ambitieux édité par Square Enix et développé par Big Point, pour l'instant catégorisé action-aventure. Ce titre avait su faire parler de lui durant le dernier E3. Le concept reprend celui de la série Little Big Planet, un bac à sable pour les créateurs et les joueurs afin de partager des mini-games créés par leurs soins. Cette fois pas de Sackboy, mais plutôt un univers cartoon. Prévu pour tourner sur PC et même en free-to-play via un navigateur, le site du jeu fournira automatiquement un lien universel à celui qui met un niveau en ligne pour pouvoir diffuser sa création. Pour l'instant, seules quelques images permettent de se faire une idée du fonctionnement de l'éditeur de niveau. Aucune date de sortie n'est encore communiquée, mais le jeu vient de passer en bêta fermée. Les intéressés peuvent d'ailleurs s'inscrire sur le site du développeur pour faire partie d'une des prochaines salles de test. Et maintenant, nous allons voir la critique de Quantum. Et maintenant, nous allons voir la critique de Quantum. Et maintenant, c'est la critique de Quantum. Et maintenant, c'est la critique de Quantum Conundrum. Et maintenant, c'est la critique de Quantum Conundrum. Nice job. No, not really. Développé par une équipe de 16 personnes, Quantum Conundrum est un puzzle game développé par le jeune studio Earthlight Games. Il a surtout fait parler de lui grâce à la présence dans l'équipe de développement de Kim Swift en tant que producteur créatif. En effet, Kim Swift, une des figures féminines du jeu vidéo actuel, a notamment officié sur le projet étudiant Portal avant de quitter Valve en 2009. S'il existe des ressemblances entre Portal et Quantum Conundrum, ce dernier n'est pas pour autant une pâle copie de son prédécesseur comme on aurait pu le croire. Certes, le jeu est divisé en une succession de salles qui s'enchaînent et propose à chaque fois des énigmes. On retrouve aussi la vue à la première personne de Portal, et puis il y a cette voix qui vous guide tout au long du jeu, l'environnement étant une nouvelle fois une sorte de laboratoire géant. Mais les comparaisons s'arrêtent ici. Le titre met en place son propre gameplay et tente de proposer une approche différente de Portal, ce qui peut néanmoins s'avérer insuffisant pour lui permettre de se faire une place aux côtés de son illustre aîné. Once upon a time,
That's how these things usually start, yes? Vous incarnez un jeune garçon qui doit, comme d'habitude, c'est-à-dire plus ou moins forcé par sa mère, rendre visite à son oncle, le professeur Fitzquadrangle. Votre oncle est un sympathique savant fou qui, à chacune de vos visites, vous présente ses nouvelles trouvailles et expériences farfelues. Mais cette fois-ci, quand vous arrivez dans ce grand manoir, votre oncle est absent et c'est à vous de vous frayer un chemin grâce à ses conseils donnés à l'aide de haut-parleurs. En effet, celui-ci s'est retrouvé coincé dans une dimension parallèle et les installations du manoir sont plus ou moins déréglées, hormis les haut-parleurs bien sûr. Afin d'aider votre oncle, il vous faut réactiver les 3 générateurs disposés dans chaque aile du manoir. Vous faites rapidement l'acquisition d'un gant appelé Interdimensional Shift Device, ou IDS, qui vous permet de jongler entre les dimensions. Vous ferez aussi la connaissance d'Ike, un petit monstre bleu ressemblant à une peluche, qui vous donnera de temps à autre un coup de main en vous remettant les capsules IDS. Le scénario du jeu se révélera en réalité un prétexte et n'aura pas autant d'impact et de profondeur que celui proposé dans Portal. Le jeu possède également une fin assez abrupte qui décevra bien des personnes. Not happy. Après avoir récupéré ce fameux gant, vous pourrez activer et désactiver les dimensions aussi longtemps que vous le souhaitez. Enfin, presque. Car comme votre oncle l'explique, il sera nécessaire d'insérer les capsules IDS dans le dispositif adéquat afin de pouvoir basculer dans la dimension associée. La première dimension à votre disposition est la dimension plume, qui vous permet d'alléger le poids de n'importe quel objet à votre disposition. La deuxième, la dimension plomb, réalise l'effet inverse. Les objets voient leur poids augmenter considérablement et deviennent solides au point de résister aux rayons laser. La troisième dimension rappelle le célèbre bullet time, en provoquant un ralentissement du mouvement de tous les objets de la salle. La dernière, appelée dimension anti-gravité, permet, comme son nom l'indique, d'inverser la gravité. Vous incarnez un personnage en vue subjective dont la physique reste identique à chaque changement de dimension. Cette physique peut en déstabiliser plus d'un au premier abord, mais on s'y habitue au fur et à mesure des diverses énigmes qui débouchent souvent sur des phases de Like a plateforme. pan-dimensional bunny rabbit. Le gameplay du jeu est bien entendu basé sur l'alternance des différentes dimensions, sachant que chaque changement de dimension annule les effets de la précédente. Divers dispositifs du manoir sont également à prendre en compte, comme l'oiseau bascule, Desmond, qui active à rythme régulier un dispositif, ou les dolly, des robots qui vous distribuent des objets prédéfinis à l'infini. Si vous restez bloqué trop longtemps à un endroit, votre oncle vous donne parfois quelques conseils utiles, ou joue la carte du sarcasme. Well, I could have done it better myself. Not bad, though. Le bouton gauche de la souris vous permet d'attraper, poser un objet, et le bouton droit de les lancer. Sur PC, le choix des touches est laissé au bon vouloir du joueur. Celles de la souris peuvent également être modifiées. Quant aux versions console, la souris est remplacée par les boutons traditionnels du pad et les dimensions correspondent aux différentes gâchettes des manettes. À l'aide d'un écran d'ordinateur situé dans le hall du manoir, le jeu propose de refaire les salles précédemment traversées afin de réaliser le meilleur score possible. Ce scoring concerne bien entendu le temps mis par le joueur pour traverser la salle, ainsi que le nombre de fois où celui-ci changera de dimension. Les résultats peuvent ensuite être comparés en ligne grâce à un classement. Plusieurs succès peuvent aussi être débloqués afin d'enrichir votre collection personnelle. Vous pouvez également récolter les robots au bruit agaçant dispersés ici et là dans le manoir. There's got to be more around here somewhere. Afin de les atteindre, il vous faudra une fois de plus vous creuser la tête et faire preuve d'ingéniosité. Un des plus gros reproches que l'on peut faire au jeu réside dans son manque de challenge. Les énigmes ne sont jamais d'une grande difficulté, et si on peut rester bloqué une quinzaine de minutes dans une salle, cela n'arrive qu'une fois ou deux dans le jeu. Quantum Conundrum se termine au bout de 7-8 heures environ, le rédacteur de la critique avouant être resté bloqué 10 minutes sur 2 ou 3 énigmes. Une durée de vie au final un peu juste, qui peut être un peu rallongée par la dimension scoring du jeu. Good thinking. He looks like a horrible mutant koala situation. Visuellement, le jeu adopte des décors et des personnages inspirés de l'univers cartoon, ce qui lui confère un certain charme. Fonctionnant sur l'Unreal Engine 3, le jeu n'est pas techniquement irréprochable et ne possède pas non plus des graphismes à couper le souffle. You'll see what I mean. Eventually. Cela lui permet néanmoins de tourner correctement sur des PC à la configuration modeste. À l'image de Portal, le jeu base une partie de son humour sur le cynisme. This is one of the animals that Dolly cloned to rather, well, intriguing results. Un peu trop parfois. En effet, le jeu affiche à chacune de vos morts un message aléatoire, une bonne initiative en soi, mais qui finira par lasser le joueur par le manque de renouvellement des répliques.
Doublé par l'acteur John Delancey, connu pour avoir incarné Q dans Star Trek The Next Generation, le professeur Quadrangle ne parvient pas à marquer le joueur comme l'avait fait GLaDOS. Cela est en grande partie dû à des répliques qui tombent souvent à plat et un scénario manquant de consistance. It's a Heidner number and the proper amount of scoops on an ice cream cone. Certaines idées ne sont malheureusement pas poussées jusqu'au bout et on se demande à plusieurs reprises quelle est la véritable utilité de Ike, pourtant mise en avant dans le dernier trailer du jeu. Une autre critique que l'on peut faire au jeu concerne son aspect plateforme, qui prend le dessus sur la réflexion lors de certaines énigmes. La bande-son est agréable, et même si elle ne marquera pas beaucoup les joueurs, elle leur permettra de réfléchir calmement aux différentes énigmes proposées. Mais au final, ce qui nuit le plus à Quantum Conundrum, c'est l'ombre de Portal. Il n'en reste pas moins un puzzle game de qualité, en dépit d'une difficulté revue à la baisse et d'un scénario anecdotique. 2 DLC sont d'ores et déjà annoncés et peuvent être précommandés sur Steam dans un pack incluant également la bande originale du jeu. Sorti le 21 juin dernier sur PC, le jeu sera disponible à partir du 10 juillet sur le Sony Entertainment Network et le 11 juillet sur le Xbox Live Arcade. Single-handedly won the Civil War. Not really. Et maintenant, on regarde Temps perdu, comme ce que je viens de faire. Bonjour, c'est les vacances, quelle joie, 2 mois sans paye, c'est formidable. Il est donc temps de prendre ses billets afin de pouvoir retourner chez maman. Oui, les billets. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au Temps perdu. Et oui, déjà l'été, ou l'hiver s'il s'agit d'une rediff, et bientôt vous n'aurez plus d'amis à disposition pour vous dérider un peu. Qu'à cela ne tienne, votre ordinateur, si on vous a pas déjà coupé le courant ou le net, est là pour vous aider. Regardez, il y a plein de boules super souriantes ici, qui n'attendent que ça de vous redonner le sourire. Pour cela, il suffit de dessiner une ligne afin de conserver vos nouveaux amis et foutre dehors ceux qui font la tronche. Oui, c'est un peu comme en boîte. Ou alors vous pouvez partir dans l'espace, parce que même si on ne vous y entendra pas crier, vos compagnons de route, eux, ne pourront pas s'empêcher de vous hurler dans les oreilles des commentaires plus ou moins utiles. Un peu comme dans Star Fox. En plus, c'est d'une discrétion à toute épreuve, vu qu'il suffit de contrôler le vaisseau de gauche à droite. Bon, ça ramouille de temps en temps, mais ça a quand même de la gueule. Et puis les amis, ça va, ça vient, c'est un peu comme votre compte en banque. Ça tombe parfois dans des warps dimensionnels ou temporels, je ne sais plus. Du coup, c'est pas toujours facile de leur remettre la main dessus, alors on cherche des diamants pour activer des portails, et après on utilise des machines bizarres pour perdre 80 cm, et puis on marche, on saute, on joue aux fléchettes, et après, après on sait plus ce qu'on voulait faire. De toute façon, l'amitié, c'est surfait comme truc. Sans amis, c'est la tranquillité assurée. On a plus de temps pour regarder la télé, pour faire des trucs cool tout seul dans sa chambre, ou même on a carrément plus de temps pour bosser. Bon, après, si on a eu le malheur d'avoir des gosses, faut s'en occuper aussi. Comme dans Photon Baby, où le héros, qui avait brillamment réussi à se débarrasser de son entourage, doit tout de même abandonner sa tâche pour aller chercher le truc probablement radioactif qu'il avait filé au môme pour avoir enfin la paix. Alors c'est cool parce qu'il peut balancer des photons, enfin je crois, qui, quand ils touchent un mur bleu, deviennent eux-mêmes bleus et peuvent tuer ainsi des zombies bleus. Et pareil si c'est rouge ou vert. Bon, de toute façon, c'est cool. Hein. D'ailleurs, les amis, finalement, c'est un peu comme des zombies. Ça passe son temps à vouloir vous manger le cerveau. Alors autant chercher tout de suite un moyen de s'enfuir. Comme dans Zombie at the Gates. Là, le roi, tous ses potes y sont zombifiés, donc il doit tabasser ses anciens amis, trouver des ressources nécessaires et acheter des nouvelles armes pour se défendre. Alors c'est bien, c'est dur, mais c'est long, parce que des amis, il en avait plein. Mais ça tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait quand même voir, ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus. Je me rends compte que comme chaque année, il me reste encore quelques merveilles vidéoludiques dans ma besace. Petit bonus donc, avec un rapide best-of de ce que vous auriez dû voir ces dernières semaines si j'avais été plus courageux.
Et maintenant, on regarde Retro and Magic. Fondé en 1995, le studio belge Appeal est entré dans la légende 4 ans plus tard en sortant un titre qui annonçait les jeux open world si populaires aujourd'hui. Ce jeu, c'est Outcast, une aventure inoubliable qui reste encore à ce jour l'un des grands classiques du jeu vidéo 3D. L'histoire d'Outcast n'est pas sans évoquer la saga Stargate, ainsi que le scénario du jeu d'aventure The Dig de LucasArts. En 2007, la Terre est parvenue à ouvrir un portail vers une dimension parallèle. Une sonde est envoyée à travers cette porte des étoiles, transmettant des images vidéo d'un monde mystérieux. Peu après, la sonde est attaquée et détruite par une forme de vie intelligente. Cela cause une étrange réaction en chaîne qui provoque la formation d'un trou noir qui menace d'engloutir la Terre. Le gouvernement américain doit se résoudre à abandonner toute prudence pour envoyer une équipe de choc à travers la porte afin de retrouver, réparer et ramener la sonde. Cette équipe est composée de 3 scientifiques, William Kaufman, Marion Wolf et Anthony Zhu, et d'un membre des Navy Seals, Cutter Slade, chargé de veiller à la sécurité de tout ce petit monde. Mais le passage de la porte se révèle plus chaotique que prévu et les 4 compères sont séparés. Cutter revient lui dans une étrange cabane au milieu d'un territoire enneigé. Il a été recueilli par des autochtones, des créatures humanoïdes appelées Talans. Les Talans lui révèlent que ce monde se nomme Adelpha et est sous la coupe d'un tyran, Ferran. Les Talans semblent persuadés que Cutter n'est autre que Lulukai, le messie annoncé par leur prophétie, qui réunira 5 reliques sacrées, les Mon, et restaurera la paix et la liberté sur Adelpha. Évidemment, Cutter n'est pas forcément enchanté à l'idée de jouer ce rôle de messie, et surtout préoccupé par la sonde endommagée et ses compagnons éparpillés sur la planète. Il réalisera toutefois bien vite qu'aider les Talans et obtenir leur aide en retour est le moyen le plus efficace d'accomplir sa mission. Cutter Slade se retrouve donc avec 2 mondes à sauver, la Terre et Adelpha. Slade to group. Slade to group. Is anyone reading me? Damn it, people! Turn on your receivers! Outcast est un jeu d'action-aventure en 3D proposant un vaste monde divisé en 6 régions ayant chacune son propre climat et une atmosphère distincte et reliées entre elles par des portails. Ranzar est la région enneigée où commence l'aventure, le refuge des rebelles s'opposant au règne de Ferran. Cette région fait office de tutoriel. Très vite, le joueur arrivera au Shamazar, la région des temples et des rizières inspirée de la culture asiatique. Lokasankar est le monde des marais, peuplé de dangereux prédateurs. Le Talanzar est une région d'inspiration arabisante où se situe la grande cité d'Okriana, le fief de Ferran. Le Motazar est le monde des volcans, avec ses rivières de lave. Enfin, Lokar abrite une forêt vierge et sauvage. Évidemment, lorsque le joueur franchit un portail pour la première fois, il ne sait jamais trop où il va atterrir, et certains mènent en plein cœur de bases ennemies. Chacune de ces régions abrite des Talans oppressés dont il faudra gagner la confiance, des campements de soldats servant Ferran, et des secrets qu'il faudra découvrir. Le joueur avait toute liberté d'explorer le monde à sa guise, et ses actions avaient des répercussions subtiles mais tangibles sur son environnement. Ainsi, en attaquant les caravanes de vivres destinées aux soldats de Ferran, ceux-ci devenaient petit à petit plus faibles, rendant la tâche du joueur plus facile, et les Talans oppressés plus susceptibles d'aider le joueur dans sa quête. Cutter Slade avait à sa disposition de nombreuses armes, allant du pistolet au lance-flamme en passant par le fusil de sniper. Il était possible de passer en vue subjective afin de gérer les affrontements à la manière d'un FPS. Lorsqu'il se trouvait à court de munitions, le joueur devait demander à un artisan Talan de lui en fabriquer de nouvelles à partir de matières premières récoltées de ci de là. Évidemment, il était également envisageable d'éviter le combat autant que possible et de jouer la carte de l'infiltration. Une autre trouvaille du jeu était le système de sauvegarde. Celle-ci s'effectuait à l'aide d'un artefact appelé le Gamsav. Il était possible de sauvegarder à tout moment, mais le processus prenait quelques secondes pendant lesquelles Cutter était vulnérable. Un grand travail avait été réalisé pour donner une consistance au monde d'Adelpha, avec sa faune, sa flore, sa culture et son histoire. L'impression d'explorer un monde vaste et vivant était l'une des grandes forces d'Outcast. Impossible de parler d'Outcast sans parler de ses graphismes et de sa musique.
Si les objets et personnages étaient en 3D polygonal classique, Apple avait choisi d'employer la technologie voxel pour le rendu de ses paysages. Pour faire simple, le voxel, contraction de volumétrique pixel, consiste à afficher un environnement en 3 dimensions à l'aide de pixels définis par des coordonnées dans l'espace, plutôt qu'à l'aide de polygones mappés. Cette technique offrait un rendu graphique unique et ne nécessitait pas la possession d'une carte 3D. En revanche, la résolution était initialement limitée à 512 par 384, et le jeu demandait un processeur dernier cri au moment de sa sortie pour tourner correctement. Plus tard, des fans ont créé des patchs permettant de jouer dans des résolutions plus élevées, et notamment en 16/9 comme sur ces images. Du côté de la musique, le jeu a marqué pour sa sublime bande-son orchestrale composée par Lenny Moore et interprétée par l'Orchestre symphonique de Moscou. Cette musique hollywoodienne a sans aucun doute contribué à l'aura épique du jeu. Notons également l'excellent doublage, Cutter étant doublé en anglais par David Gassman et en français par Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis. Malgré des critiques dithyrambiques, Outcast ne fut pas un gros carton au moment de sa sortie, ne se vendant qu'à 400 000 exemplaires. Apple commença à travailler sur une suite intitulée The Lost Paradise, mais le studio déposa le bilan en 2002 avant d'avoir pu mener le projet à son terme, au grand désespoir des joueurs. Les fans, de leur côté, travaillent sur Open Outcast, une nouvelle aventure conçue avec le CryEngine. De manière plus générale, Cutter Slade a été le précurseur des hits plus récents comme Red Dead Redemption. Voilà, ce 101% est terminé. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Ah ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez.